Alors bonjour Christian Van Est. Bonjour. Comment allez-vous depuis que vous avez quitté l'Assemblée nationale avec pertes et fracas? Même le président de la République avait annoncé votre départ de l'UMP. Est-ce que donc vous avez été viré de l'UMP et où en êtes-vous? Alors, je n'ai pas été viré de l'UMP parce que c'était statutairement impossible, étant donné qu'on ne peut pas virer dans un parti qui a des statuts quelqu'un qui s'est contenté de dire la vérité. Bon, il se trouve que j'étais manifestement un des seuls à la connaître et qu'il y a un certain nombre de crétins à l'UMP qui se sont complus à m'attaquer d'une façon absolument odieuse, si bien que, sans avoir été exclu, on m'a désinvesti, on a présenté contre moi un candidat qui n'était autre que celui que j'avais mis en place pour me succéder un jour, mais pas dans ces conditions-là, qui m'a trahi d'une façon absolument minable, et donc j'ai été battu, voilà. Et lui aussi a été battu? Non, pas du tout, il a été élu. Non. Sarkozy, je parle. Ah oui, alors Sarkozy, je vais vous dire, je n'ai pas pleuré ce soir-là, parce que je me suis dit qu'il n'avait pas volé. Vous savez, Sarkozy est un homme qui a quelques qualités, mais son comportement sur cette affaire... alors que moi, je l'avais soutenu, par exemple, en 1995, lorsqu'il ne pouvait pas mettre les pieds au RPR sans se faire insulter, après avoir soutenu Balladur. Bon, c'est un type qui n'a aucune fidélité, donc je le laisse là où il est. De toute façon, j'estime que après 10 ans de pouvoir de la droite et après 50 ans de Sarkozy, le bilan est tellement nul que je ne pense pas qu'il faille rappeler ce monsieur. Hein. Mais certains disent qu'il aurait perdu l'élection présidentielle, notamment pour vous avoir viré. Est-ce que vous y croyez? Non. Non, je ne crois pas, non. Non, je pense qu'il a perdu l'élection présidentielle comme la plupart des majorités sortantes dans la plupart des pays européens qui ont été battus sur leurs échecs. Il a été battu, vous savez, pas chercher midi à 14h, il est perdu sur le taux de chômage. Il a été battu sur le taux de chômage. C'est ça la réalité. Le reste est anecdotique. Alors, le point de savoir s'il a été trop à droite ou pas assez à gauche, il est évident que pas assez à gauche, ça c'est la thèse de cette pauvre Roselyne Bachelot, dont je me demande encore ce qu'elle a foutu à l'UMP d'ailleurs, et au RPR. Bon, elle est de gauche, très bien. On parle du cheval de Troie, elle c'est une jument de Troie, quoi. C'est la jument de Troie écolo-bobo, comme NKM d'ailleurs, à l'UMP. Elles sont parvenues à pourrir complètement l'UMP, elles ne nous ont pas fait gagner une seule voix. Et tant qu'on a défendu des thèses proches des leurs, on a perdu des électeurs. Lorsque, au contraire, Sarkozy a écouté des gens comme Buisson, par exemple, il a regagné des électeurs. Et dites-moi, son dernier score n'est pas mauvais du tout. Moi, je dois vous avouer qu'il m'a bluffé. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse un aussi bon score au premier tour et au deuxième tour, à l'élection présidentielle. Bon, il a été bon. Mais il a été bon parce qu'il était très à droite. Et qu'une fois de plus, il a, cette fois-ci, pas siphonné, mais rogné l'électorat du Front National. Bon, voilà. Il n'y a pas d'autre explication. Autrement dit, tous les conseils que j'ai pu lui donner et qu'il n'a pas écouté pendant presque 20 ans où je l'ai côtoyé, je regrette qu'il ne les ait pas écoutés parce que c'est pas 6 mois de droite qu'il aurait dû faire. C'est 5 ans de présidence. Or, chacun se souvient que dès son élection, il a fait l'ouverture à gauche. C'est-à-dire qu'il a trahi ses électeurs, parce qu'il a écouté, comme d'habitude, les sondages, les médias, et puis cette cour d'écolo-bobos qui l'entoure, de gens qui le flattent et qui l'ont amené dans le décor. C'est dommage, mais personnellement, sa défaite ne m'a pas étonné. En tout cas, j'y suis absolument pour rien. Bon. Alors, on vous connaît, vous êtes un des députés de l'UMP les plus populaires, puisque vous aviez créé ce groupe. La droite populaire, oui. Droite populaire. Alors, est-ce que vous maintenez encore des relations avec les députés qui ont été réélus, puis avec ceux qui n'ont pas été réélus? Pratiquement aucune relation, parce que leur comportement était un comportement de gognafier à mon encontre. C'est-à-dire ? Écoutez, vous savez, quand quelqu'un travaille avec vous et démontre son amitié au quotidien pendant des années, et que vous croyez utile de l'insulter parce qu'il s'est contenté de dire une vérité que vous-même vous ignorez, je ne pense pas que des gens qui soient capables d'un comportement pareil soient respectables. Alors il y en a quelques-uns qui échappent au lot, ils sont très peu nombreux. Très peu nombreux. Je vais en citer un parce que celui-là est bien, c'est Miard. Bon, Miard reste un copain, mais c'est pratiquement le seul. Les autres sont vraiment des pauvres types. Donc les Lionel Lucas, on va tous les citer. Allez. D'accord.
Alors on sent que quand même vous avez une parole très libre. Oui, très. Est-ce qu'elle est plus libre que quand vous étiez député et pourquoi? Ah oui, j'ai toujours été très libre de parole personnellement, parce que j'estime que lorsqu'on est élu de la République, ça n'est pas pour se plier à je ne sais quel mode, à je ne sais quel impératif, à je ne sais quelle politiquement correcte, c'est pour dire ce que vous croyez devoir dire dans votre fond intime. Et si les électeurs sont contents, tant mieux. S'ils ne sont pas contents, mais ils vous le disent. Cela étant dit, il faut encore que les électeurs sachent ce que vous avez vraiment dit. Ce qui n'a pas été mon cas. C'est ça que je reproche. Or, si les électeurs n'ont pas bien compris ce que j'avais dit, la faute entière en revient à cette espèce de mafia, c'est le mot de Fillon, qu'on appelle l'UMP, qui n'est absolument plus un parti politique, qui est une agence de placement électoral pour petits arrivistes en tout genre, lesquels, en fonction de leur sondage, paraissent plus à droite, ou plus à gauche, ou tout à fait au centre, mais n'ont pas le moindre commencement du début d'une idée à eux, ni d'une conviction. Voilà ce qu'est l'UMP. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'était le RPR, ça n'a plus rien à voir avec ce que je pensais qu'allait être l'UMP, c'est-à-dire le rassemblement des gaullistes, des chrétiens démocrates et des libéraux. Là, vous aviez des idées, vous aviez des valeurs, tout ça a complètement disparu. Vous avez NKM qui est écolo quand elle est ministre de l'écologie, qui est pour le mariage mais qui ne le dit pas trop, mais qui ne vote pas contre non plus parce que, comme elle va se présenter à Paris, elle pense que le lobby gay est puissant à Paris. Ce sont des gens qui, en fait, ne fonctionnent qu'au sondage, ne conduisent le bateau, non pas de l'État, ils n'en sont pas capables, mais de leur petite carrière personnelle, qu'en fonction de la foi qu'ils accordent à tel ou tel sondage et à tel ou tel support électoral. Voilà. Alors, question à deux étages, est-ce que vous considérez que l'UMP est de droite, et est-ce que pour vous le clivage gauche-droite signifie encore quelque chose? Alors, l'UMP n'est absolument pas de droite, l'UMP est n'importe où. On ne sait plus trop ce qu'elle est d'ailleurs. Elle peut être à droite un jour avec les pains au chocolat parce que Copé a pensé que c'était bon pour lui pour doubler Fillon sur la ligne droite, si j'ose dire. Elle peut être au contraire à fond la caisse pour le modernisme. Vous remarquez qu'ils ont peur d'ailleurs d'employer le mot de droite en général. Ils n'aiment pas trop. Ça leur donne des frissons d'employer le mot de droite. C'est le tabou français, voilà. comme disait Éric Brunet. Oui. Il y a un mot dont ils ont horreur, tous, depuis Sarkozy, tout le monde, c'est le mot conservateur. Il se trouve libéral aussi. Libéral, oui, mais c'est vrai aussi. Ils ont peur du mot libéral, mais encore plus du mot conservateur. Le mot conservateur est même un mot systématiquement employé de façon négative à l'UMP. Réactionnaire serait un peu normal, mais conservateur, tous les grands partis de droite du monde sont des partis conservateurs. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'on est conservateur sur le plan sociétal, comme on dit maintenant, qu'on conserve les valeurs, notamment de la famille, et que l'on est libéral sur le plan économique. C'est ça être conservateur. Ça marche en plus. On a malheureusement enterré le plus grand homme politique du XXe siècle après De Gaulle et Churchill, c'est-à-dire Mrs. Thatcher. Il y a peu de temps, elle avait réussi à changer son pays, à le sauver de la banqueroute. Vraiment, c'est une très grande bonne femme que j'admire beaucoup. Je pense qu'elle n'avait pas peur de se dire conservatrice. Elle l'était même fondamentalement, ce qui fait que c'est elle qui a réussi à moderniser l'Angleterre. Et ce qu'on oublie toujours, c'est que les conservateurs, gardant l'essentiel, sont les seuls à pouvoir véritablement changer les choses, c'est-à-dire les adapter aux besoins de l'époque. C'est pas paradoxal, c'est une tradition. Vous savez, c'est un peu le message du guépard. Hein. Il faut que tout change pour que tout demeure comme avant. Eh bien, un conservateur, c'est quelqu'un qui dit il faut absolument s'adapter à notre époque pour que l'essentiel soit sauvegardé. Et l'essentiel, c'est pas l'économie, contrairement à ce que certains pensent. Justement, c'est pas l'économie. L'économie, c'est un moyen. L'essentiel, c'est le sociétal, ce sont les valeurs de la famille, de la nation. C'est ce qui fait que l'homme est un homme, parce qu'il participe à des communautés naturelles. Même si vous avez dit tout à l'heure que Sarkozy avait échoué à cause du chômage, quand même, donc c'était économique. Ne confondons pas ce qui est essentiel politiquement et ce qui est le plus opérationnel sur le plan électoral. Sur le plan électoral, il est évident que c'est l'économie qui l'emporte, c'est comme ça. Alors, ce n'est pas toujours le cas lorsque les résultats économiques sont plutôt bons. L'économie peut se faire doubler, par exemple, par les problèmes de sécurité et d'immigration. C'est Jospin en 2002. Voilà, c'est tout à fait ça. Mais en revanche, dans l'état de choses actuelles, manifestement, c'est l'économie qui est l'élément déterminant pour le choix des électeurs. Mais cela étant dit, quand vous faites de la politique, vous n'avez pas seulement à vous plier
au choix des électeurs. Vous devez en tenir compte, vous devez en dire... Mais bien sûr, vous devez avoir une vision de la société. Personnellement, je pense que l'économie libérale est la seule qui puisse nous permettre de sauvegarder ce qui nous reste de richesse en Europe. Mais encore faut-il savoir que l'économie est inséparable du tout de la société. Et qu'une économie qui se porte bien, c'est l'économie d'une société qui se porte bien. C'est-à-dire qu'elle a su sauvegarder ses valeurs essentielles et surtout ses communautés essentielles. C'est pas du tout ce qui nous arrive, c'est exactement le contraire. Alors très bonne transition vers la question sur le mariage pour tous, évidemment. Oui. Vous avez été à la fois, je pense, très impliqué, mais on vous a pas beaucoup vu médiatiquement. Oui. Comment est-ce que vous expliquez cela ? De trois façons. La première, c'est que n'étant plus député, évidemment, je n'ai pas participé au débat, notamment à la télévision, etc. C'est bien dommage, parce que je pense que j'étais de loin celui qui connaissait le mieux le sujet il y a encore un an, bien mieux que Mariton, par exemple. Ou Guénon ? Bon, je ne parle pas de Guénon, qui lui vient à peine d'arriver et qui ferait bien d'apprendre à manier les boutons. Non, ça c'est la première raison. La deuxième raison... est le résultat d'un terme que certaines personnes à droite emploient d'une façon stupide, qui est le terme homophobe. C'est un terme qu'il faudrait absolument refuser. Parce que le terme homophobe, comme le terme fasciste, comme le terme raciste, sont tout simplement des mots orwelliens qui sont utilisés uniquement par l'adversaire pour vous interdire de parler. Une fois que vous avez l'étiquette, c'est fini, vous êtes interdit de parole. Ce qui est complètement idiot, parce que vous l'avez bien entendu à propos des manifestations contre le mariage gay. Si on peut, le mot homophobe pour moi ne veut strictement rien dire, hein, mais si on peut à la limite employer ce terme pour qualifier l'abruti qui, sous prétexte qu'il n'aime pas les homosexuels, les insultera ou leur imposera des violences. Là, je l'admettrais. Mais vous avez le droit de ne pas être favorable à la reconnaissance sociale de l'homosexualité sans être homophobe. C'est-à-dire, vous estimez que le comportement n'est pas bon pour la société, qu'il ne doit pas être valorisé, qu'il ne doit pas être considéré comme à égalité avec le comportement qui conduit à se marier, à avoir des enfants, etc. et à les élever. C'est un discours. C'est un discours qui n'amène aucune espèce d'antipathie ni d'hostilité envers les personnes homosexuelles. Il faut bien distinguer les personnes et puis les comportements. Je peux dire, j'aime pas trop le comportement, je ne souhaite pas qu'il soit public, je ne souhaite pas qu'il soit en quelque sorte légalisé. Mais en revanche, les personnes me conviennent très bien. Et même, j'irais jusqu'à dire que dans certains cas, pour certaines activités, il est probable qu'il y ait un rapport entre cette singularité et la conscience que l'on a de cette singularité, et puis la création. J'en suis persuadé, et d'ailleurs personnellement j'ai énormément de sympathie et d'admiration pour beaucoup de créateurs homosexuels, ça me gêne pas. Ah, je pensais que vous parliez de la création de Dieu, mais non. Ah non, la création artistique en l'occurrence. Non, la création artistique. Non, je ne pense pas que l'homosexualité soit un effet de la création. Je pense que vous ne pensez pas qu'on est homosexuel quand même ? Ah non, pas du tout. D'accord. Ça je crois, mais vraiment pas. Je crois, ça c'est une idée. D'abord, vous n'avez aucune espèce de démonstration scientifique, vous n'avez aucune espèce d'élément de l'ADN, vous n'avez aucun élément génétique qui vous permette de dire que l'on est homosexuel. Je pense que, en fait, l'explication du problème est complexe. Oui. Je pourrais d'ailleurs, mais je peux vous le résumer en deux coups de cuillère à peau. Si vous voulez, c'est d'abord, il n'y a pas une homosexualité, il y en a des tas. Ouais. L'homosexualité, ça n'existe pas. Vous avez des formes d'homosexualité extrêmement différentes. Il y a l'homosexuel ? Ah non. Non, vous avez des catégories qu'on peut assez facilement classer, et par définition, à chaque catégorie correspond certainement une étiologie particulière, une cause particulière. Vous avez des homosexuels qui sont des homosexuels en raison, par exemple, du type de relation que les hommes ont connu avec leur maman, par exemple. Bon, ça c'est Proust. C'est assez clair dans la gestation. Vous avez en revanche des gens dont je pense que l'homosexualité est purement accidentelle, c'est-à-dire qu'elle est liée. C'est dans ce que j'avais défendu auprès de Sarkozy lorsqu'il m'avait interrogé là-dessus, parce qu'on s'en était parlé. Ouais. Comme il n'appréciait pas ma position là-dessus, il m'avait demandé pourquoi. Je lui ai dit, l'une des explications pour moi, c'est une explication qui est éthologique, c'est-à-dire que je crois que c'est le premier rapport, quoi. Si vous voulez, le jeune garçon qui, pour la première fois, a une érection parce que c'est un de ses petits copains qui la provoque pour une raison ou une autre, ça laisse des traces. C'est tout bête. Je ne pense pas qu'il faille, vous savez, faire de la métaphysique là-dessus. Je crois surtout qu'on donne beaucoup trop d'importance
à cette question. Elle a littéralement envahi la société, elle a envahi les médias, vous en entendez parler sans arrêt. Pour moi, c'est quelque chose qui, effectivement, a toujours existé, pour les raisons que vous dites, parce que ça peut très bien être fortuit. Mais je veux dire, ça n'a jamais empêché les sociétés de vivre. Et aucune société, surtout, ne l'a légalisé. Contrairement à ce qu'on dit souvent, par exemple, ce n'était pas du tout autorisé ni légalisé en Grèce. Ce qu'étaient quelquefois les Grecs dans certaines villes, c'est pédéraste. C'est-à-dire qu'ils aimaient les très jeunes garçons. C'est ce qui serait complètement interdit aujourd'hui. Alors bon. Alors, comment vous expliquez que des gouvernements conservateurs dans le monde, récemment la Nouvelle-Zélande, ou bien l'Angleterre, oui, tout à fait. ou bien, je crois, l'Espagne, tout à fait. À chaque fois, c'est les gouvernements conservateurs qui ont voté. Alors, ce ne sont pas des gouvernements conservateurs, ce sont des gouvernements libéraux. C'est tout le problème, d'ailleurs, ça du Ils ne sont pas du tout conservateurs en Nouvelle-Zélande. Manifestement, non. En Nouvelle-Zélande, c'est un non, mais très clairement, non. Très clairement, non. Un pays qui fait évoluer les structures sociales familiales est manifestement un pays qui n'est pas conservateur, qui est libéral, et qui est libéral libertaire. Et ça, c'est dû à deux choses qui sont assez faciles à repérer. La première chose, c'est le poids du lobby dans les sociétés développées. Donc c'est une des thèses que j'ai développées, d'ailleurs à mes risques et périls, c'est que je crois qu'il y a une des causes de l'homosexualité, c'est le narcissisme. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est ce qu'écrivait d'ailleurs Tony Anatrella. Mais bien sûr, mais c'est du Freud. Enfin, je veux dire, c'est une thèse bateau. Hein. Quand je pense que certains me critiquent pour avoir dit ça, c'est bateau. Hein. Je n'ai rien inventé. Et on comprend très bien que le narcissique, par définition, en général, il communique bien, parce qu'il aime bien se voir à la télé. Il aime bien être bon à la télé. Il aime bien... séduire. Faire du beau, séduire, vous avez employé le mot, c'est ça. Et bon, donc, on a une société qui étant dominée par les médias. Je pense que la caste qui gouverne notre société, c'est la caste médiatique, en fait. Et par là même, vous avez un poids du lobby homosexuel dans la caste médiatique qui est important. Donc vous avez d'abord. Alors, ensuite, vous avez aussi, ça c'est plus grave, le deuxième aspect qui est beaucoup plus grave, c'est l'individualisme. C'est-à-dire que vous avez dans les sociétés développées, vieillissantes, les sociétés riches, et toutes les sociétés qui adoptent le mariage sont des sociétés qui appartiennent à cette catégorie-là, riches, occidentales, vieillissantes. On remarquez que les sociétés en développement ne prennent pas cette voie-là du tout. Je n'ai pas vérifié, mais... non, il n'y en a aucun. aucun état de ce type. Ces sociétés-là vont vers un individualisme total. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui compte, c'est le droit individuel et non plus la collectivité. Par exemple, le patriotisme aujourd'hui est une notion très difficile à défendre dans nos sociétés, si vous voulez. C'est important quand même l'individualisme. Il ne faut pas le nier, mais... Non, personnellement, j'y suis tout à fait hostile. Complètement. Complètement aussi l'individualisme, oui. Bien sûr, oui. Alors, vous vous considérez quand même comme libéral ? Oui, parce que la nuance est très importante. L'individualisme, c'est l'individu séparé des autres, c'est l'individu de la foule solitaire. C'est-à-dire l'individu de cette foule gouvernée par un État-providence que décrit d'une façon cauchemardesque le plus grand de nos auteurs libéraux, qui est Tocqueville, qui décrit cette évolution-là comme un cauchemar. La réponse, c'est quoi? C'est que l'individu, certes, doit être autonome, doit être responsable, doit être libre, mais à condition qu'il soit lié à des collectivités. L'individu est inséparable de sa famille, il est inséparable de sa nation. Bien sûr, il joue un rôle dans sa famille et dans sa nation. Mais ce n'est pas un individu isolé, ce n'est pas l'individu d'une foule solitaire, c'est un individu incarné. Et alors là, vous avez un autre mot qu'il faut employer, c'est pour ça que je jouais un peu sur les mots, en vous disant je ne suis pas pour l'individu, moi je suis pour la personne. Et la différence entre l'individu et la personne, c'est que la personne, c'est un individu incarné dans une communauté. D'accord. Il y a peu de libéraux qui font cette distinction, cela dit. Mais oui, parce que c'est ma nuance démocrate chrétienne, ça. Ouais, très bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tous ces événements qui mettent la France en ébullition, là, je crois qu'on peut le dire, après les entrepreneurs, les pigeons, comme on les a appelés, puis maintenant, on peut dire une grande frange des catholiques, et qui ont entraîné avec eux beaucoup de Français. Est-ce que le pouvoir va pouvoir tenir longtemps, et comment est-ce que vous voyez les choses ? Alors, le pouvoir peut tenir 4 ans encore, dans la mesure où les institutions sont faites pour ça. On remarquera d'ailleurs, et on peut le dire à tous ceux qui réclament une 6e République, que la 5e République, ça marche.
Ça marche même quelquefois trop bien, dans la mesure où effectivement les institutions sont stables. Vous pouvez avoir un gouvernement littéralement à terre, ce qui est arrivé à François Hollande il y a quand même une semaine ou 15 jours, et il est toujours là. Parce que institutionnellement, vous ne pouvez pas le contester. Il y a deux soit à faire une révolution. Qui arrivent. Alors, oui, enfin, les manifestations n'ont pas de valeur constitutionnelle. S'il y a 3 millions de personnes, jusqu'où ça peut aller avant que ça craque? Alors, personnellement, je pense que il y a une solution, c'est le référendum. Je crois que De Gaulle avait quand même demandé à ce qu'il y ait une large place au scrutin populaire, à l'avis du peuple lorsqu'on était en difficulté. Et le référendum est un bon moyen de le faire, à condition de faire, comme je l'ai proposé par une proposition de loi et comme j'ai réintroduit ça à travers un amendement lors du vote de la réforme constitutionnelle de 2008, c'est le référendum initiative populaire sur le référendum à la Suisse, qui permettrait de rééquilibrer nos institutions lorsque effectivement un gouvernement se trouve confronté à une hostilité trop grande de la population sur un certain nombre de ces thèmes, il demande l'avis de la population. Ce qui lui permettrait de tenir sans arriver à une confrontation qui risque de déborder dans les violences, comme ça a pu arriver dans le passé. Je pense notamment à 68. Moi, j'ai eu l'occasion de dire que le 24 mars, c'était une sorte de 68 à l'envers. Hein. Et c'est vrai qu'il y a ce risque-là. Le référendum serait un bon moyen d'y échapper. Manifestement, Hollande ne veut pas en entendre parler. Alors, il a quand même une chance pour lui, c'est que, sauf à ce que la population soit poussée à bout, en général, les mécontents de droite sont quand même moins violents que les mécontents de gauche. La façon dont ils ont été maltraités d'ailleurs par la police et la gendarmerie est inqualifiable, parce que bon, quand vous avez vu des enfants, des vieillards, des gens avec des poussettes, se faire gazer par des policiers, c'est absolument ignoble. Hein. Alors que des syndicalistes cassent tout et qu'on espère. Non, on les amnistie. On veut les amnistier. On veut les amnistier. Heureusement que c'est remis en question. Attendez, où serait la République s'il y avait cette justice à deux vitesses, où on met en garde à vue les gens qui manifestent dans un sens et on amnistie les gens qui ont cassé une préfecture dans l'autre sens. Voilà, pas exagérer quand même. C'est déjà un premier résultat de la manif pour tous. C'est un premier résultat. Mais personnellement, je crois qu'il faut continuer le mouvement. Il y a des sondages qui aujourd'hui disent que la majorité des Français est hostile à ce qu'on continue le mouvement. Je pense que c'est parce qu'on a posé le sondage en fonction du mariage. On dit c'est fini puisque ça va être décidé. Je pense qu'effectivement désormais il faut élargir le problème en disant on ne peut pas continuer 4 ans avec un gouvernement qui est absolument inapte et inepte. Je pense qu'à ce moment-là, on peut obtenir une évolution intéressante. C'est ce que Mitterrand avait fait après les manifestations de 84 en ce qui concerne l'école libre. Hein. Et alors, quel est votre avis par rapport au référendum? Parce que j'ai noté 3 types d'avis à droite qui se dégagent. Je vais vous les résumer. Vous avez Guillaume de Thieulois, par exemple, qui dit il faut que la nouvelle majorité qui sera élue en 2017 abroge cette loi et fasse passer la démocratie directe. Premier type d'avis. Vous avez Philippe Nemo qui dit non, on ne peut pas abroger une loi par le Parlement alors qu'elle a été mise en place par le Parlement parce que c'est trop important. Il faut la faire voter par le peuple. Donc c'est le peuple qui décidera si oui ou non cette loi peut passer. Et puis vous avez un troisième avis qui m'échappe à ce moment-là, en ce moment, mais déjà sur ces 2 types d'avis. Et puis il y a le vôtre, celui que vous venez d'indiquer. Voilà, c'est le troisième avis. Est-ce que c'est pas Philippe Nemo quand même qui moi, c'est lui qui me paraît le plus clair dans sa démonstration. Alors, je pense que en fait, c'est pas un problème. C'est pas un problème pour 2 raisons. La première, c'est que si d'aventure des élections avaient lieu, il faut probable que l'UMP aurait un poids important à l'Assemblée et que l'UMP ne va évidemment pas abroger ce texte. Il faut être naïf pour croire que les gens de l'UMP ont la moindre intention d'abroger ce texte. Il y en a peut-être une dizaine. Oh, attendez, s'il y a une dizaine de députés assez courageux, vous voyez ce qui s'est passé en Espagne avec le Partido Popular? Non. Ils n'ont rien abrogé du tout. Hein, ils avaient dit qu'ils le feraient. Ils ne l'ont pas fait. Hein. Non, alors l'UMP, c'est encore pire. Parce que Dieu sait si derrière les manifestations du Partido Popular, il y avait l'Église catholique espagnole. L'UMP, l'Église, c'est quand même beaucoup plus distendu. Hein, et par là même, je crois qu'il n'y a pas la moindre chance. Vous avez une partie de l'UMP qui a voté le texte. Pour des raisons, semble-t-il, assez intimes. Ou par erreur comme Game. Non. Oui, enfin, ou par erreur. Mais pour ceux qui l'ont voté, c'était pour des raisons que j'estime personnelles, si j'ai bien compris. Hein, ensuite, il y a ceux qui se sont abstenus pour des raisons tactiques.
Hein, le maire, par exemple, le courage de le maire. Et puis, il y a ceux qui se sont prononcés contre le texte d'une façon assez nette. Des gens comme Mariton, par exemple, qui, eux, à mon avis, seraient capables de l'abroger. Mais ensuite, vous avez une quatrième part qui est le Marais. Et le Marais, vous savez ce qu'il fait? Sans jeu de mots, enfin... Le Marais, non, ça n'a aucun rapport avec le Marais de Paris. Non, le Marais au sens parlementaire du terme. Marécage? C'est-à-dire, non, le Marais, c'est cette espèce de grande majorité silencieuse qui vit en province, qui vient le mardi et le mercredi pour lever la main quand le groupe leur demande de lever la main ou ne pas la lever quand il ne faut pas la lever, qui surtout ne va pas faire des déclarations hostiles à ce que pense le chef, et qui manifestement va suivre la marche qui sera impliquée. Donc, bien sûr qu'ils ne vont pas abroger le texte. Ça, c'est la première raison. Ils ne vont pas abroger le texte. Bon. La deuxième raison, c'est que vous aurez toute une série de résistances qui vont apparaître en disant « Oui, mais attendez, qu'est-ce qu'on va faire avec les gens qui sont mariés? Vous vous rendez compte? Ça va leur chambouler la vie, ça va être affreux. » Pas de rétroactivité aussi. Voilà. Donc, si vous voulez, ça va être enterré. Sauf si on demande clairement aux parlementaires de mettre en œuvre le référendum issu de 2008, en disant voilà, si il y a, c'est un cinquième, je pense, 170, choses comme ça, parlementaires s'il y a 170 parlementaires qui demandent le référendum, et si ensuite on récolte, je pense, 4,5 millions de signatures. Ah, 3,5 millions, mais 3 millions, c'est énorme quand même. Attendez, les 700 000 signatures du Conseil économique et social m'ont fait penser que c'était possible. Je pensais que c'était possible. Bon, et alors là, ça mettrait les parlementaires dans une situation compliquée. Parce qu'évidemment, ils auraient toujours possibilité, vous savez. Ensuite, bon, il y a les 3,5 millions de signatures, très bien, parfait. Simplement, ils doivent lire le texte, hein, ils ne sont pas obligés de le voter. Hein. Attendez, vous vous rendez compte ce que ça impliquerait d'avoir trahi les gens de cette façon-là? S'il y a 3,5 millions de personnes qui ont signé, je pense que là, on pourrait les forcer à abroger le texte. Vous savez qu'en France, on a une spécialité maintenant, c'est de s'asseoir sur les référendums, même quand ils sont votés. C'est certes. Et alors, vous-même, comment vous vous positionnez pour l'avenir? Qu'est-ce que vous attendez des institutions ou des futures élections? Est-ce que vous voulez encore avoir des responsabilités à l'avenir? Si vous voulez, pour l'instant, j'ai, à vrai dire, une certaine satisfaction de ne plus être à l'Assemblée. Je vois l'Assemblée de loin. Et vous savez, quand vous la connaissez de l'intérieur, vous en connaissez tous les travers. Et vous voyez bien que ça ne sert pas à grand-chose. Ces gens s'agitent, font leurs 2 numéros du mardi et du mercredi, puis rentrent chez eux. Ça n'a rien changé. La gauche fait passer ses textes. Les amendements ne servent strictement à rien. C'est la 5e République, quoi. Oui, voilà, c'est l'exécutif qui gouverne. Voilà, bon, c'est le mauvais côté des choses. Donc si vous voulez ne pas être au Parlement de ce point de vue-là, sauf quand vous avez un texte qui vous prenait à cœur, sur lequel vous auriez au moins à dire un mot, pour le reste, franchement, j'ai beaucoup plus de temps libre, beaucoup plus de temps pour la réflexion, pour l'écriture, j'écris beaucoup. Et puis j'ai pris la présidence d'un parti politique qui a un beau sigle quand même, RPF, hein, le Rassemblement pour la France. Et j'espère qu'à partir de cette formation, qui est en train de s'organiser, qui recrute pas mal, eh bien on pourra peut-être assurer une relève. Une relève, encore une fois, du néant qui est devenu ce que certains électeurs pensent naïvement être la droite française. C'est un néant. Vous voulez recréer la droite. L'UMP, c'est plus rien, c'est une agence électorale. Ils savent plus ce qu'ils pensent. Ils demandent au sondage de leur dire ce qu'ils doivent éventuellement faire semblant de penser pour être réélus. Point final. Et pour faire en sorte, bien sûr, que le patron choisi soit élu au plus haut poste possible. À part les élections, il n'y a rien. Mais attendez, la politique, c'est pas les élections. La politique, c'est ce que vous faites après l'élection. Or, moi, ça fait quand même 3 mandats où je me suis rendu compte qu'après, on faisait rien. On n'a pas fait une réforme structurelle sur les retraites. Moi, je l'avais proposé, la réforme à la suédoise, on ne l'a pas faite. Ou à l'allemande. On n'a pas fait la TVA sociale, que j'ai demandé à corps et à cri pendant 10 ans. On ne l'a pas faite. On n'a pas supprimé un étage du millefeuille administratif. On n'a pas fait non plus. Les travaux d'intérêt généraux aussi, je oui, ça aussi, je m'étais battu pour ça. Mais attends, qu'a-t-on fait? Mais rien. C'est ça qui est effrayant. On n'a rien fait. Comment peut-on agir en politique aujourd'hui si à l'Assemblée il ne se passe plus rien?
Bah, je vous dis, il y a deux solutions. Il y a d'une part, je pense qu'il y a besoin d'un renouvellement complet du personnel politique. Et je ne pense pas en termes d'âge. Je pense que le pire, c'est justement les jeunes. Le pire, c'est les jeunes. Moi, j'ai connu ça de près. Bah, pour une raison très simple. C'est que ce sont des gens qui, en fait, ont choisi très rapidement de faire une carrière politique et n'ont fait que de la politique. Ce sont des professionnels politiques. Mais ce n'est pas une profession, la politique, c'est une mission que les gens ne devraient vous accorder que quand vous avez d'abord fait vos preuves ailleurs. Moi, j'ai un vrai métier. Je l'ai assumé pendant 20 ans. Oui. Moi, j'étais prof de philo et également directeur adjoint d'une petite maison d'éducation privée, 3800 élèves, une petite maison, quoi. Oui, voilà. Enfin, j'étais dans l'enseignement catholique. Hein. Et donc, si vous voulez, moi, j'ai un vrai métier. J'ai fait la politique par passion. Mais j'en avais absolument pas besoin. Vous avez toute une génération de gens qui se disent « Oh mon Dieu, ça, c'est bien, ça. On gagne bien. On a des tas d'avantages et on est casé. » Et bien je pense que ces gens-là, il faut leur dire allez donc bosser vraiment. Et quand vous aurez bossé un certain nombre d'années, vous pourrez vous occuper des affaires des autres parce que vous connaîtrez la réalité de leur vie. C'est pas le cas. Ils connaissent rien de la vie. Et ce sont ces gens-là qui décident pour les citoyens? Certainement pas. Je pense qu'il faut vraiment renouveler le personnel politique. Et encore une fois, c'est pas une question d'âge. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, introduire de façon très importante la démocratie directe, c'est-à-dire le référendum d'initiative populaire, pour faire en sorte... Oui, moi, je suis pour le système suisse. Vous remarquez qu'en Suisse, un élu a très peu de revenus. Même un député, il a très peu de revenus. Ils sont même beaucoup à devoir continuer à travailler. C'est un tiers absolument. Revenu dont Tout à fait. Tout à fait. Donc, ils doivent d'abord travailler. Et quand ils sont élus, ils ne peuvent pas se contenter de ça. Ils doivent continuer à être avec les gens. Bon. Et ensuite, ils font un appel au référendum d'une façon systématique. Moi, je suis tout à fait pour le système suisse. Bon. Et alors, dernière question. Oui. Je pense que c'est essentiel. Pour revenir au pouvoir, pour que la droite ait une chance de revenir au pouvoir, il faut qu'idéologiquement, elle soit audible. Or, aujourd'hui, la gauche écrase tout, au niveau moral, au niveau économique. Enfin, bon, moral parce qu'on se rend compte que c'est parce qu'on est gauche qu'on peut se permettre à peu près tout. Oui, c'est vrai. Parce qu'à droite, vous faites le dixième et vous êtes... Bon. Donc comment est-ce qu'on fait pour que, dans un pays qui a connu Bastia, qui a connu des libéraux, qui a connu des grands conservateurs, Chateaubriand, comment est-ce qu'on revient sur le devant de la scène avec les idées auxquelles vous croyez, quoi? Si vous voulez... Ce que vous dites est terrible, parce que moi, ça fait des années que je me bats en disant que le combat était d'abord un combat culturel. Et que ce combat, en France, on a accepté de le perdre avant de l'avoir livré. C'est dramatique parce que je vous dis encore une fois, moi, ça fait quand même 3 mandats plus 5 ans de vacances en quelque sorte, donc 20 ans de travail avec la majorité nationale. De l'époque, puisque j'ai jamais été minoritaire, moi, donc la majorité dite de droite, ces gens-là n'ont jamais compris. Alors, vous avez à chaque fois des gens qui prennent le pouvoir, y compris dans les domaines culturels, et qui se disent « Ah mais la culture, ça c'est fait pour la gauche. » D'où des choix qui sont aberrants. Enfin, vous avez des choix culturels, si vous voulez, qui sont suicidaires. Lorsque Sarkozy a pris le pouvoir en 2007, parce qu'il est devenu président de la République, il a fait cette stupide ouverture à gauche, parce qu'elle correspondait chez lui au sentiment d'un déficit culturel à droite. Et il n'a cessé de montrer, de dérouler le tapis rouge envers un certain nombre de valeurs de gauche. Je pense par exemple à sa manière d'illustrer la résistance. C'est une bêtise. Guy Môquet est un garçon très sympathique, émouvant, qui a écrit une lettre remarquable, mais qui n'était pas résistant. Il était communiste, c'est tout. C'est un colleur d'affiche communiste, point. Il était même dans le camp de ceux qui sabotaient l'armée française. Mais il était contre Pétain par communisme, il n'était pas contre les Allemands. C'est comme ça. Si on avait voulu vraiment honorer la résistance, je dis honorer à dessein, c'était... Honoré Detiendorf qui devait être mis en valeur. Lui, c'est un vrai mec de droite. Mais il y a des tas de créateurs de droite, il y a des tas d'idées de droite qu'on peut mettre en... Quand on est au pouvoir, c'est ce qu'il faut faire. Vous savez, quand vous lisez les journaux britanniques, vous vous rendez compte que ce soit le Daily Telegraph, le Times, etc. Bon, Guardian n'est pas le meilleur exemple, mais vous avez quand même 80% des journaux qui sont journaux de droite, journaux conservatifs. Ouais. En France... à part le Figaro,
Et encore. Et encore, vous regardez la page Le Figaro et vous, c'est pas... Vous remarquerez qui est mis en valeur, hein, c'est Bachelot. Donc c'est ça, ma question c'était comment on fait pour... c'est Gramsci en fait. Là ce qu'il faut faire, c'est carrément une révolution. Là. C'est énorme. La révolution, ah non, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme parce qu'il faut vraiment modifier profondément les esprits. Oui, mais comment? Ah bah moi pour l'instant je n'ai vraiment pas les moyens de le faire. Oui. Je ne peux le faire que par capillarité, c'est-à-dire en essayant de convaincre les gens, mais je vous assure ça marche pas bien. Ah oui. Parce qu'on a ce déficit intellectuel et culturel en France de la droite par rapport à la gauche. C'est comme ça. Et vous restez optimiste malgré tout? Sur la politique, oui. Sur la révolution culturelle, vous savez le nombre de fois où le discours que je viens de tenir, à savoir il faut vraiment une révolution culturelle, il faut montrer qu'il y a une culture de droite, il y a des idées de droite, il y a des valeurs de droite, etc. Le bide total. Mais il y a une manière de présenter ça, parce que par exemple la gauche est plein de casseroles. Si on prend toute l'histoire de la gauche, c'est que des erreurs. Mais oui. Et des mensonges. Mais oui. Mais attendez, le drame en France, c'est très simple, c'est la fameuse formule, quoi. C'est Sartre et Raymond Aron. Oui. Moi, celui qui m'a sauvé quand j'ai fait mes études de philo, c'est quand j'ai découvert Raymond Aron. Mais si vous voulez, bon, aujourd'hui, Raymond Aron, qui s'en souvient encore? Ou Revel, ou d'autres comme ça. Revel, personne ne le connaît. Raymond Aron, personne ne s'en souvient. Sartre, tout le monde en parle, alors que Sartre est sur le plan politique, mais un crétin. Un crétin dangereux en plus, un crétin dangereux, soutenant les communistes, Castro, etc. C'est un crétin qui n'a même pas eu un comportement très honorable pendant la guerre. Il suffit de lire le bouquin de Buisson, Les années érotiques, pour s'en rendre compte. Donc si vous voulez, on en a fait une statue, pour quelle raison, j'en sais rien. Et en revanche, Raymond Aron est oublié, alors que la lecture de Raymond Aron, notamment je pense aux étapes de la pensée sociologique, et rappelle l'importance, la puissance, la profondeur des grands auteurs français libéraux, les Tocqueville, les Montesquieu, etc., que tous les Français devraient connaître. Mais ils ne les connaissent pas. Non. Bon, bah, c'est le travail auquel vous allez vous atteler. Oui. Bah, je m'y suis toujours attelé parce qu'en tant que prof de philo, je passais mon temps aussi à montrer ça. Christian Vanest, voilà. merci. C'est moi qui vous remercie.